Merci. C'est maintenant le temps des questions. Donc des micros vont circuler dans la salle pour que vous puissiez poser, réagir, apporter un complément, témoigner, poser une question à l'un des trois intervenants ou à l'un des deux présidents. Alors monsieur, ici. J'ai juste une question, Ophélie Gesbert. Ça veut dire que quand vous disiez qu'il y a une cohérence entre le personnel qui dit d'aller se recoucher, c'est-à-dire que le personnel est en pyjama. Très bien. Alors, monsieur. Oui, je pense que la nouvelle technologie... Alors, parlez bien près de... La nouvelle technologie, les montres connectées ou quoi, doivent beaucoup vous aider quand les personnes vont se promener dans des endroits de façon à les retrouver plus facilement. Est-ce que les montres connectées qui peuvent tracer éventuellement la position GPS de la personne sont des choses qui sont utilisées notamment au Québec? Non, c'est... Alors il faudrait brancher les micro-fils. Si, ouais. Oui, c'est bon. Non, c'est pas utilisé parce que finalement, l'équipe Carpe Diem se dit que c'est aussi une entrave à leur liberté de les tracer. Donc c'est pas utilisé. Il y a vraiment une vigilance humaine qui est très importante. Alors je sais que vous allez me dire certainement que c'est parce qu'il y a plus de personnel, mais c'est pas si simple parce qu'on a essayé de calculer les ratios par rapport en France et au Québec. C'est très compliqué parce que finalement les intervenants qui sont dans la maison ils sont pas si nombreux parce qu'ils ont des missions, ils doivent gérer différentes missions, ils sont très polyvalents. Vous pouvez être une journée intervenant pour accompagner les personnes à la salle de bain, aux toilettes, et le lendemain être intervenant à la cuisine. D'accord ? La cuisine est effectuée par les intervenants. Donc voilà. Mais pour répondre à votre question, effectivement, c'est pas utilisé. Il s'agit juste de la vigilance humaine. Merci. Il y a une autre question ? Madame, au fond. Oui, bonjour et merci pour tout ce qu'on vient d'entendre, c'est très intéressant. Et je voulais juste intervenir, j'étais aide-soignante, j'ai travaillé en EHPAD, en service Alzheimer. Je sais ce que c'est, en plus ma maman est décédée de ça, j'ai une tante qui est décédée l'année dernière aussi. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et je voulais m'adresser pour dire qu'en EHPAD, il n'y a pas plus de personnel non plus. Et qu'on a des chariots et du matériel qui est autour des personnes Alzheimer et qui sont toutes dangereuses. Et on est même amené, nous aussi, en tant que personnel, d'être agressés aussi par la personne Alzheimer, mais il faut y faire face. Voilà. Merci. Merci pour votre témoignage. Il y avait une question là devant de monsieur. Oui, ma question, ça serait plutôt en termes d'évolution par rapport à la maladie, puisque vous avez effectivement expliqué un peu les tenants et aboutissants de cette maladie. Et je voulais savoir si au niveau de la recherche, on avait avancé un peu. Je ne dis pas pour enrayer, mais voilà. Sur d'autres maladies, je sais qu'au niveau du cancer, il y a une recherche fondamentale actuellement sur le travail sur la souche. Avec la possibilité de régénérescence des cellules, est-ce qu'on peut imaginer une voie dans ce sens-là? Alors je vais prendre le micro parce que j'ai l'impression que c'est moi qui suis concerné. En même temps, je vais faire une réponse un peu particulière, c'est-à-dire que mon travail ne concerne pas en fait le traitement de cette maladie-là. Alors il existe un développement de certains médicaments, voilà. Il faut quand même penser que, même s'il existe des médicaments, les médicaments qu'on a à l'heure actuelle ne sont pas des médicaments curatifs de cette maladie-là. Ils ne vont pas la guérir, ce sont des médicaments symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de ralentir les troubles de cette maladie-là. Et dans un avenir proche, on n'a pas un optique d'un traitement curatif de cette maladie. Et il faut vraiment en prendre conscience, parce qu'on a peut-être perdu cette conscience à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a beaucoup espéré des traitements, beaucoup plus efficaces que ceux qui existent, même s'ils sont efficaces, le docteur Dress l'a répété tout à l'heure. Pour autant, la recherche a énormément progressé. Alors, elle a progressé sur deux axes. Le premier axe, et c'est extrêmement important, c'est le diagnostic de cette maladie-là, c'est ce que j'ai essayé de montrer, la connaissance de formes un peu particulières de la maladie qui permettent aux médecins de poser un diagnostic que les familles attendent. Et puis, on a progressé aussi dans le moment où cette maladie était diagnostiquée.
C'est-à-dire qu'il y a encore 15 ans, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui était diagnostiquée à un moment très tardif de la maladie, avec des personnes qui présentaient une diminution extrêmement importante de leurs activités quotidiennes. Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de patients chez qui on peut dire que la maladie est là, mais qui présentent des troubles extrêmement fins de mémoire et de leurs autres fonctions. Ce sont des personnes qui sont tout à fait à même de pouvoir continuer de vivre dans l'environnement. Et ça a permis un point extrêmement important, et c'est un terme qui était souligné dans la présentation de M. Dresse, c'est anticiper. Ça permet d'anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que du jour au lendemain, à partir du moment où il y a un diagnostic de maladie d'Alzheimer qui est envisagé, il ne faut pas que du jour au lendemain, les gens se mettent à changer complètement leurs habitudes, à dire bon, on va déménager, parce que ce serait vraiment dramatique. Parce qu'il faut que ce changement il se fasse progressivement. Je vous l'ai dit, même chez des malades qui ont une maladie avancée, il y a toujours ce sentiment de familiarité qui peut naître et être évolué. C'est-à-dire que même chez eux, si on fait un changement progressif de leur environnement de vie, ils vont pouvoir éventuellement s'y adapter. Et c'est encore plus vrai chez les personnes qui sont au début de la maladie. Donc il va falloir anticiper, prendre le temps de la réflexion de cette anticipation, l'adapter à chaque cas, envisager les solutions de vie qui pourront être proposées aux personnes pour que les gens ne se retrouvent pas face à quelqu'un qui a d'importants troubles cognitifs quasiment du jour au lendemain. C'est ça qui a fondamentalement progressé. C'est ce diagnostic précoce qui s'améliore. Même s'il reste difficile à faire, parce qu'il est très difficile, parce que ça peut être d'autres maladies, on a considérablement avancé là-dessus. Ça, c'est un point important. Puis l'autre point sur lequel on avance, peut-être moins, parce qu'on avait trop conscience trop d'espoir peut-être dans ces thérapeutiques, c'est la prise en charge des patients qui ont un stade avancé de la maladie. Comment est-ce qu'on peut continuer chez ces patients à les stimuler pour qu'ils gardent la plus grande autonomie possible. Alors c'est forcément un peu mal exprimé comme ça parce qu'ils sont plus autonomes, mais comment est-ce qu'ils peuvent garder en fait le plus de contact possible avec leur entourage et avec les gens autour d'eux. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Oui, donc j'avais effectivement. Est-ce que le fait de détecter d'une manière précoce la maladie peut permettre effectivement de ralentir le phénomène? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut, par des ateliers ou des... Voilà. Les médicaments qu'on a actuellement, on dit qu'ils ralentissent. Je pense qu'ils ne ralentissent pas la maladie. Ils compensent les effets de la maladie et permettent aux gens d'avoir une certaine stabilisation et d'éviter que les symptômes n'évoluent trop rapidement. Mais ce sont les symptômes qui ralentissent. L'évolution des symptômes se ralentit, mais l'évolution de la maladie ne se ralentit pas avec nos médicaments actuels. Oui, merci de cette précision. Mais c'est un point important quand même pour les gens, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut envisager plus de faire quelque chose. Puis l'autre point important, c'est que si des ateliers de stimulation sont les plus efficaces, c'est sans doute au premier stade de la maladie. C'est-à-dire que forcément, quand la maladie sera trop avancée, ce qu'on pourra faire, c'est essayer de protéger encore ce qui peut l'être le mieux possible. Mais ces stimulations dont je vous parlais, qui ne sont pas forcément des exercices algébriques, rébarbatifs, scolaires, je ne sais pas quel terme employer, ils peuvent être d'autant plus efficaces chez des gens qui présentent les premiers symptômes de la maladie. Ça, c'est un point important. Monsieur. Merci. D'abord, une remarque sémiologique. Il me semble que très souvent, au début de la maladie, on observe des troubles de l'humeur, en tout cas des troubles anxieux, me semble-t-il, ou dépressifs, qui sont peut-être en rapport avec la perception que le patient a quand même de ses difficultés. Voilà, première chose. Deuxièmement, je voulais faire une remarque et poser une question peut-être à M. Lenné concernant un article que j'ai lu récemment qui fait état de la stagnation, voire de la diminution des nouveaux cas. L'explication qu'on est apportée, si je m'en souviens bien, est double, c'est-à-dire ce que disait Dominique, le bon contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire qui permet peut-être de voir diminuer la maladie, et l'autre élément qui étaye un peu le propos de M. Lenné sur les stimulations, enfin le niveau intellectuel des gens, et on peut penser que globalement, aujourd'hui, la population a des stimulations qui sont beaucoup plus importantes qu'autrefois, ce qui expliquerait peut-être la diminution de fréquence de la maladie. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Lenné. Et alors une dernière question, j'en termine, sur un autre problème qui est celui en réalité de l'annonce du diagnostic, et notamment aux patients. Et j'aimerais bien voir là l'avis de la neuropsychologue.
Merci. Les 3 sont pour moi, alors j'ai de la chance. Mais vous avez déjà parfaitement, en fait, dans vos questions, quasiment répondu. Votre première question, je suis navré, je l'ai oubliée, parce que je pensais à la deuxième. La première, oui, sur l'apparition des troubles l'humeur, c'est anxieux tout ou à fait dépressifs vrai. au début de la maladie, L'humeur, c'est il me tout à semble fait quelque chose d'assez fréquent. Oui, l'humeur, c'est tout à fait vrai. C'est lié à ce que vous disiez, c'est-à-dire que les patients souffrant de maladie d'Alzheimer qui consultaient la plupart du temps il y a 15 ans étaient des patients qui étaient, on les disait anosognosiques, c'est-à-dire non conscients de leurs troubles, et c'était le cas. Ce qui est tout à fait différent des malades qui développent la maladie et qui ont des troubles très fins qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire on les voit beaucoup plus tôt. Et à ce moment-là, les personnes sont tout à fait conscientes de leurs difficultés. Et ça peut être le sujet d'un terrain dépressif, ce qui rend d'ailleurs le diagnostic d'autant plus difficile, parce qu'on se retrouve avec des personnes dont on voit en fait qu'elles ont un terrain dépressif, qui a des conséquences sur la mémoire, et quand on veut tester cette mémoire, eh ben, on ne sait pas ce qui est de l'ordre de la dépression ou de la maladie. Il y a des traitements qui peuvent être mis en place dans ces cas-là, et donc il y a ce point-là qui est important. Alors, en ce qui concerne effectivement, je me trompe toujours entre les deux termes, la prévalence de la maladie, effectivement, il est clair, enfin, il y a de nombreuses études qui sont en train de montrer qu'aujourd'hui, le nombre de nouveaux cas de maladie d'Alzheimer diminue. Alors ça, c'est un point extrêmement intéressant. Le premier facteur qui a été avancé, c'est la maîtrise des risques cardiovasculaires. C'est un des premiers points d'explication. Et le deuxième, effectivement, c'est celui, sans doute, d'un effet de l'amélioration des conditions d'éducation et du niveau d'études, et en particulier des améliorations des conditions d'éducation des femmes, qui sont les plus nombreuses et qui vieillissent le mieux. Ce qui fait que finalement, les femmes qui vont développer aujourd'hui une maladie d'Alzheimer, on va dire qu'elles ont autour de 70-75 ans, ce sont des personnes qui sont nées juste après la guerre, dans les années 40 plutôt, et qui ont pu bénéficier vraiment, on considère que c'est la première génération de femmes qui a pu bénéficier vraiment d'un système éducatif performant. C'est-à-dire qu'avant, les femmes, même si l'école était déjà obligatoire, en fait, restaient beaucoup plus facilement à la maison pour garder les frères et sœurs, surtout en campagne. Et donc, cette amélioration de l'éducation chez les femmes aurait donc un rebond, en fait, notamment donc, chez les personnes qui vieillissent, d'autant plus qu'il y a d'autant plus de femmes qui vieillissent tardivement. Donc ce facteur, il semble clair, et c'est un facteur important de la diminution du nombre de nouveaux cas dans les pays industrialisés. Reste à voir dans les autres pays ce que ça donnera, mais il y a un autre effet, c'est que les gens vivent des fois malheureusement pas assez tard pour développer une maladie d'Alzheimer dans ces pays. Et le dernier point va concerner, je suis désolé. Je vais parler de l'annonce diagnostique de maladie d'Alzheimer, voilà, parce que c'est un problème, je trouve, qu'on rencontre, et je demandais peut-être plutôt à la neuropsychologue de savoir, voilà. Souvent, on hésite, l'entourage fait souvent pression pour qu'on ne dise pas les choses par leur nom, et qu'on n'annonce pas au patient lui-même qu'il souffre du maladie d'Alzheimer. Donc je voulais un peu avoir le positionnement de la neuropsychologue. Alors c'est vrai que pour être honnête, moi je ne suis pas à cette étape-là, j'accompagne pas les personnes touchées par la maladie et leurs familles à cette étape-là, puisque je travaille plutôt en EHPAD et avec France Alzheimer, donc voilà, je travaille pas beaucoup, je travaille pas à cette étape-là. Mais je pense que je dirais qu'une personne ne fait pas l'autre aussi. Michael Henné parlait de la conscience des troubles qui peuvent induire des troubles de l'humeur aussi au début de la maladie. Alors peut-être qu'il est important là de pouvoir donner l'opportunité à la personne d'échanger sur sa maladie, peut-être de l'accompagner là-dedans. Après, on a aussi des patients qui ne sont pas conscients ou qui sont dans le déni dès le début. Donc là, c'est plus compliqué. Mais je pense que cette étape du diagnostic, elle est importante à la fois pour la personne touchée et aussi pour la famille. Il est important de prendre le temps de faire les choses. Mais je ne sais pas, docteur Dress, vous êtes plus... Oui, je veux bien compléter, Yann. Je pense qu'il faut s'adapter à chaque personne. Il faut s'adapter aussi au fait s'ils sont seuls ou s'ils sont avec leur famille. Et je ne crois pas qu'il faille dire à tout le monde qu'ils ont une maladie d'Alzheimer. Je pense en particulier à une dame que je connais depuis longtemps qui me dit « Ah non, ne me dites pas que j'ai une maladie d'Alzheimer. » Bon, on va parler d'autre chose, ce n'est pas un problème. Mais il faut quand même l'annoncer. Et il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de cette maladie, d'autres qui l'acceptent, d'autres qui ne comprennent pas, ou qui ne comprennent pas très bien, ou qui l'oublient rapidement, d'une consultation à l'autre. Donc pour le patient lui-même, moi j'essaie de m'adapter à chaque personne en fonction de sa personnalité. C'est pas toujours facile, de temps en temps je ne dois pas faire ce qu'il faudrait faire, mais j'essaye de ne pas faire la même chose pour tous les patients. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'avertir l'entourage, la famille.
le conjoint, l'aidant, les enfants éventuellement. Mais il faut avoir prise sur eux pour pas qu'ils fassent n'importe quoi après. Car il y a vraiment ce terme de démence Alzheimer qui est un mauvais terme. Au début de la maladie, les gens ne sont pas déments. Ils ont des petits problèmes, mais finalement pas plus que quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque et qui ont besoin d'un petit peu d'aide. Donc il faut qu'ils mènent une vie normale. Et on voit des fois, à ce moment-là, les enfants qui se précipitent. « Ah ben, je vais prendre ton carnet de chèques, on va envisager une nouvelle maison, etc. On va te déplacer. » Et ça aboutit des fois à des catastrophes. Donc c'est un sujet très difficile. C'est un sujet très difficile. Et je n'ai pas de manière... Enfin, je change en fonction des personnes qui sont en face de moi. Mais c'est tout à fait discutable, hein, ce que je te dis là. Alors, merci. Non, juste une dernière chose, je voulais simplement dire que le rôle important des aidants familiaux, je pense que vraiment, enfin moi j'observe dans ma pratique quotidienne que sans eux, effectivement, c'est très compliqué et la dégradation des patients est beaucoup plus rapide. Je pense qu'ils jouent un rôle essentiel pour peu qu'ils soient informés, voilà, formés, etc., comme le disait notre neuropsychologue. Merci. Bonsoir, je suis désolée, je n'ai pas pu assister au votre témoignage, docteur André, mais j'aimerais savoir quelle attitude avoir quand on vient de diagnostiquer la maladie. C'est exactement mon cas, on vient de diagnostiquer chez mon père. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'accompagnant? Alors, qui veut répondre à cette question? Quelle attitude quelle attitude on doit avoir avec une personne à qui on vient de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'on doit lui en parler? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais reprendre ce que disait le docteur Dress tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les cas vont être différents. Tout dépend de la capacité de la personne à comprendre ce dont il souffre et sa demande face à ça. C'est-à-dire que ça va être très très différent d'une personne à l'autre. Si vous prenez une personne qui est consciente de difficultés de mémoire qui apparaissent, s'en plaint et finit par aller consulter, effectivement cette personne est en demande d'un diagnostic et il faut faire tout pour pouvoir expliquer la maladie à cette personne. Les choses sont un petit peu plus compliquées, même si l'idéal serait que la personne puisse comprendre à tous les stades de sa maladie qu'il a une maladie d'Alzheimer et qu'il a des difficultés. Mais dans certains cas, ça devient extrêmement difficile de lui faire comprendre cette maladie-là parce que les troubles sont importants, parce que ça va avoir un retentissement important sur son fonctionnement et il faut quand même penser à préserver les gens au maximum. Alors, les attitudes, elles vont être très, très variables finalement en fonction des cas. Je reprends un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que les gens âgés, il ne faut pas forcément insister. Ils n'ont pas forcément envie de savoir qu'ils ont une maladie d'Alzheimer. Ils connaissent d'ailleurs pas très très bien la maladie. Ça change au fil des années. Il y a 20 ans, et les gens ne connaissaient pas la maladie d'Alzheimer. Maintenant, ils la connaissent nettement mieux. Chez les gens jeunes, c'est tout à fait différent. Je me rappelle d'une dame chez qui j'ai fait un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Elle n'avait pas 60 ans. Elle a été soulagée. Alors soulagée non pas d'avoir une maladie grave, bien sûr, mais soulagée parce qu'elle a pu aller voir ses collègues de travail et leur expliquer qu'elle n'était pas une idiote, et que ça n'était pas de sa faute si elle faisait des bêtises pendant son travail et que si on l'a mis dans un placard. Ça, je crois que ça lui a rendu service. Et à son âge, j'ai parlé de maladie d'Alzheimer très clairement. Mais quelqu'un qui a 85 ans, qui est un petit peu déjà perdu, qui ne sait plus très bien où il vit, il ne faut pas insister. Ce n'est pas leur problème de savoir s'ils ont ou s'ils n'ont pas une maladie d'Alzheimer. C'est tout à fait quelque chose qu'il n'accepte pas, de toute façon. Une dernière question, peut-être? Ah, bah, les 3, 4, 5. Il y a le cocktail qui nous attend, c'est pour ça. Vous parliez de Alors, mémoire. pas tous en même temps. Alors, Madame Bouffon, oui, allez-y. Vous parliez de mémoire. Moi, j'ai le cas de ma maman qui est revenue à l'état de son enfance, qui ne se souvient plus du tout de la maison où elle vivait il y a 8 mois. Et elle m'appelle, moi, quand j'y vais, maman. Alors, donc, elle a 85 ans et voilà, elle est rentrée en EHPAD parce qu'elle avait des crises de démence et c'est important. Et le médecin. Alors, quelle est votre question, madame? On ne va pas faire des consultations ce soir. Non, mais la question est. C'était simplement comme ça. Est-ce que le fait de lui dire que elle est malade, c'est pour ça qu'elle ne se souvient plus du présent? Oui, je suppose que pour vous, ça paraît très bizarre de se faire appeler maman par sa propre mère. Hein, c'est ça, c'est très déstabilisant. Alors, je crois qu'il faut voir plusieurs choses. Soit elle vous reconnaît, mais elle ne trouve pas le mot qui correspond. Elle confond enfant, mère, et bon, c'est pas grave. Là, il suffit de lui leur donner le mot. Et puis, si elle ne l'intègre pas, c'est pas bien grave. Elle peut toujours avoir une relation de mère à fille. Ou au contraire, elle ne sait plus très bien qui vous êtes. Je crois qu'il ne faut pas insister. Il faut avoir une relation. On peut avoir une bonne relation avec des gens
de son entourage, sans que ce soit forcément sa famille. Je suppose que c'est un peu comme ça qu'ils ressentent, mais il y a ce sentiment de familiarité. Même si elle ne peut pas dire votre nom, elle ne se rappelle plus de votre prénom par exemple, et je pense que votre visage et votre voix aussi, la voix c'est important parce que les gens âgés ont des fois des troubles visuels, mais la voix est aussi importante pour avoir un sentiment de familiarité, et à ce moment-là, ça doit apaiser les gens. C'est vrai que la présence de quelqu'un, même si on ne le reconnaît pas comme son proche, a un effet particulièrement bénéfique sur les gens. Enfin, on est comme les malades d'Alzheimer. Avoir quelqu'un autour de soi qui prend soin de nous, même si on n'est pas capable de le reconnaître, ça nous fait du bien. Une autre question, Ma question était, Madame, oui, là-bas. Ma question était de... Parlez bien près du micro, madame, on vous entend mal. Donc, ma question était par rapport à ma famille. Donc j'ai déjà eu plusieurs cas. Maintenant, ma question est de savoir si, dans les descendants, est-ce que c'est héréditaire ou pas? Voilà ma question. Est-ce que c'est héréditaire ou pas, Alzheimer? Vous voulez que je réponde à ça? On peut l'avoir aussi, nous. Bon, alors, la question de l'hérédité, il y a deux situations. Il y a quelques formes héréditaires de maladie d'Alzheimer avec un gène récessif qu'on connaît. Il y a 3 gènes qui sont connus actuellement. Et ça touche des patients à un âge jeune. C'est une maladie qui va commencer à 40 ans, avant 50 ans, et il y a la plupart du temps plusieurs cas dans la famille. Donc c'est un cas très particulier, heureusement très rare. On admet qu'il y a 1000 ou 2000 personnes atteintes de cette forme très précoce de maladie d'Alzheimer en France. Je crois que c'est les chiffres. Oui, c'est à peine 2% des malades. Voilà. Et ça, c'est bien sûr une maladie redoutable. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle des facteurs de susceptibilité. C'est-à-dire des facteurs qui font qu'on est plus prédisposé que d'autres à faire une maladie d'Alzheimer. Mais un facteur de susceptibilité, ce n'est pas forcément faire une maladie d'Alzheimer. Le facteur de susceptibilité qu'on connaît le mieux actuellement, c'est le gène de l'APOE. C'est un peu difficile de rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a un facteur génétique qui favorise ou qui ne favorise pas la maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas suffisant pour dire que plus tard, vous aurez ou vous n'aurez pas la maladie d'Alzheimer. Bien, il y avait une autre question, je crois. Oui, madame, là, au milieu. Levez bien le bras quand vous passe le micro, sinon on ne vous entendra pas. Je voulais revenir aux maisons carpédiennes au Canada. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire... Alors, on ne vous entend pas. Parlez. Excusez-moi. Voilà, merci. Je voulais savoir, au niveau du Canada et des maisons dont on nous a parlé, combien il y a de patients dans ces maisons? Alors, il y a 14 places d'hébergement permanent et 1 place d'hébergement temporaire. Donc, c'est une maison que pour 15 personnes. D'accord. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile que de contrôler qu'en EHPAD où il y a... Oui, effectivement. Alors, donc comme je vous le disais, il propose différents types d'accompagnement. Il y a 15 personnes qui dorment dans la maison, mais il y a de l'accueil de jour. Donc l'effectif peut être augmenté en fonction du nombre de personnes qui va venir à l'accueil de jour, avec une flexibilité en termes d'horaire. C'est-à-dire que c'est pas comme... nous, en France, ils ont la chance de pouvoir proposer des accueils de jour, mais pour tout type d'horaire. Donc, il y a des gens qui peuvent arriver qu'en soirée, juste pour 2 heures, d'autres qui arriveront le matin et qui déjeuneront, puis qui repartiront après. Enfin, il y a une très, très grande flexibilité. Donc, voilà, l'effectif peut changer dans la journée. Combien d'accompagnants? Ou dans pas de soignants, on va dire. Combien d'accompagnants, oui. Mais en fait, c'est très compliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est compliqué parce que ils ont plusieurs missions, les accompagnants. Les intervenants à Carpe Diem ont plusieurs missions. Ils peuvent très bien arriver le matin et à 1h partir faire de l'accompagnement à domicile. Donc vous voyez, on n'a pas le même effectif toute la journée. Ça dépend. Ouais. Mais en général, je vais quand même vous donner un chiffre, mais voilà, ça dépend vraiment. C'est 4 personnes le matin, sachant qu'il y a une personne qui va faire la cuisine pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et 3 personnes l'après-midi. Voilà. En sachant que l'après-midi, il y a les activités. Puis je vous dis, il y a aussi le transport. Ils assurent le transport des personnes qui viennent en accueil de jour parfois. Donc l'effectif bouge beaucoup en fait au cours de la journée en fonction du planning et de l'organisation. Merci.
Moi, je voudrais dire une chose là-dessus, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Il faut être conscient du fait que ce genre d'initiative reste encore relativement isolé et qu'il y a forcément des considérations économiques et un nombre de patients à prendre en charge et que ce ne sera pas forcément évident de trouver une solution simple. Mais je trouve quand même que ce genre d'initiative a l'avantage de nous poser la question de la façon dont on veut prendre en charge les personnes dont l'autonomie diminue, voire même dont les personnes deviennent complètement dépendantes. Et la question de la façon dont on veut les prendre en charge et ce qu'on veut laisser et pouvoir introduire dans l'environnement de ces personnes afin d'essayer de stimuler au plus leurs activités et de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie. Alors, la solution, elle n'est absolument pas simple et les cas sont très différents parce que quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer avancée et chez qui des soins quotidiens extrêmement importants vont être nécessaires, ne pourra pas forcément bénéficier de ce genre d'initiative. Mais chez des patients avec une maladie moins avancée, ce maintien dans une autonomie qui est beaucoup plus importante que celle qu'il aurait pu avoir dans une EHPAD, qui n'est plus tout à fait celle qu'il a chez lui, laissée à lui-même, c'est une initiative intéressante, c'est une alternative intéressante. Tout comme toutes les initiatives, tous les aspects de la prise en charge autour des aides à domicile, des aides ménagères qui vont pouvoir aider les aidants à pouvoir aider justement leurs proches malades à rester le plus longtemps possible autonome et à son domicile. Parce que c'est quand même un environnement le plus familier dans lequel il sera le plus stimulé. Mais chaque cas devra être regardé à la loupe en fonction de ce qui est possible. Bien, avant de nous retrouver autour d'un verre, on va conclure cette soirée.